Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast organisé par Experiment Nation. Ce podcast il est un petit peu particulier parce qu'il est co-organisé avec Arnam. C'est l'agence internationale experte dans le recrutement des profils data et analytics. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question comment fait-on pour recruter un expert CRO. Avec moi, il y a Cindy et Mathieu. Je vais les laisser se présenter. Et on va un petit peu vous dérouler une liste de questions et essayer d'y répondre pour vous apporter plus d'informations sur comment recruter dans l'expérimentation. Mathieu, je te laisse te présenter. Honneur aux dames. Cindy, vas-y. Gentil. T'es invité, vas-y. Salut Mathieu, salut Marion, merci de l'invitation, super contente de faire partie de ce podcast. Je m'appelle Cindy Valuziac, je suis recruteuse spécialisée Digital Analytics et CRO effectivement au sein d'Arnam. Ça va faire quasiment 5 ans maintenant. Mon rôle dans tout ça, c'est de mettre les sociétés en relation avec les bons candidats, ceux qui correspondent, pour les aider dans leur recrutement. Ça marche. Et du coup, je m'appelle Mathieu, je suis spécialisé en CRO. Aujourd'hui, j'accompagne des marques pour les aider finalement à monter en compétence sur leur programme d'expérimentation et aussi à se structurer. Donc j'accompagne des marques qui des fois sont en démarrage, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne, des fois même il n'y a personne, et comment on va construire ce projet. Et des fois c'est des équipes qui sont un peu plus structurées avec beaucoup plus de monde, comment on développe ça et comment on met un peu plus de vélocité dans les tests, etc. Voilà, donc c'est plutôt des grands groupes aujourd'hui, mais ces questions de recrutement elles reviennent assez souvent, donc je suis assez content de faire ce podcast avec vous. Super, merci beaucoup pour vos présentations. Moi, je suis Marion Ravel, je travaille actuellement chez Accenture, je suis consultante CRO. Avant ça, j'ai travaillé pour Sage en tant qu'experte expérimentation. Et avant ça, j'ai travaillé à la Maison du Whisky, donc toujours sur leur site e-commerce et en tant qu'experte aussi parcours client, e-merchandising et expérimentation aussi. Si vous voulez bien, je vais commencer à poser la première question. C'est Cindy qui va commencer à y répondre. Pour revenir au sujet de départ, comment recruter? Quels sont les critères qu'on observe lorsqu'on veut recruter un profil CRO? Est-ce qu'on regarde les certifications? Est-ce qu'on regarde le profil, les qualités? Voilà, selon toi, comment est-ce qu'on procède? Merci pour la question Marion et c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir y répondre parce que entre ce qu'on recherche parfois versus la réalité du marché, il y a un très gros gap. Déjà à savoir qu'en 2022, pour nous au sein d'Arnam, point de vue recruteur, les recrutements d'experts CRO deviennent de plus en plus communs, demandés par rapport à d'autres années. Mais au-delà d'un titre du poste, je pense qu'il faut vraiment comprendre les attentes techniques, l'impact business, les outils à utiliser et à développer au sein d'une société. À noter qu'en termes de profil, et je vous laisserai évidemment compléter, aujourd'hui, nous, ce qu'on peut remarquer, c'est les recrutements de profils lead CRO, analystes, et aussi des profils un petit peu plus récents, je dirais, de CRO développeurs. Je pourrais compléter un tout petit peu après, mais en termes de pour bien différencier, nous de notre côté, pour peut-être ces personnes qui nous écoutent, RH ou autres, qui ne connaissent pas l'expertise autant que vous. Moi, ce que je peux voir, c'est des analyses CRO, des profils qui vont peut-être se rapprocher d'un profil web analyst qui va regarder en profondeur alimenter les données qui viennent de tests, faire des analyses post-test, des leads CRO effectivement qui arrivent potentiellement, comme le disait Mathieu, plus from scratch, monter une roadmap, et d'autres fonctions de CRO développeurs où ces profils-là seront plus amenés à coder ou construire les tests. En termes de background, alors honnêtement, tout ce qui est académique,
certification, moi, c'est pas du tout quelque chose que je regarde ou que clairement on me demande de regarder. Mais on peut avoir tout type de profil, que ce soit un ancien web analyst, un front-end ou il y a aussi parfois des backgrounds plus marketing, mais c'est plus difficile de se projeter car ils feront par exemple plus de tests AB sur des campagnes. Alors peut-être avant que j'aille plus loin, est-ce que vous souhaitez compléter sur cette partie? Marion, je sais pas si tu prends la parole ou... Comme tu veux. Tu peux Euh, rebondir, je te laisse. Je prendrai peut-être la suite. Ouais, t'as dit de Vas-y. plusieurs trucs que je trouve hyper intéressants. Il y a un premier truc qu'on voit peu encore en France, c'est la partie développeur CRO. Aujourd'hui, c'est clairement un métier qui n'existe pas, à mon sens, en France, qui est pas observé, qui est pas demandé, alors que c'est un vrai point. Aujourd'hui, développer un test AB en surcouche, ça reste quand même très très compliqué. Je commence seulement à avoir des gens qui se posent des questions en disant tiens, là ça marche pas, là ça marche pas. Enfin bref, en fait, ils ont essayé plein de trucs. Les résultats, ils sont souvent assez catastrophiques et du coup, ils se posent la question de qui peut développer des tests AB. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, un bon développeur est capable de le faire. Par contre, il lui faut la mentalité de le faire. C'est-à-dire comment je vais triturer du code pour rendre les situations complexes en situations possibles. Et ça, c'est pas possible pour beaucoup de développeurs. Et en plus de ça, il y a beaucoup de développeurs qui ne souhaitent même pas le faire. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et quand on trouve ces pépites-là, il faut pouvoir les garder, les former, etc. La mentalité. Il y a un deuxième point, ce que tu dis, je trouve hyper important, tout ce qui est outils, certification, etc. Je pense que ça vaut pas grand-chose non plus. Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent des certifications sur un outil X ou Y. Ça veut dire qu'on sait utiliser l'outil. Ça veut pas dire qu'on sait prendre les décisions avec cet outil. Et malheureusement, c'est, je pense, le cas dans beaucoup de situations où voilà, les gens peuvent faire des segments, rentrer dans l'interface. Par contre, la réflexion, elle est un peu différente. Quelque part, moi, je vais faire beaucoup plus attention à la réflexion de ces profils, quitte à ce qu'ils ne soient pas à l'aise avec les nouveaux outils, etc., ou même qu'ils ne connaissent pas du tout les outils. Mais par contre, la manière de penser, finalement, elle est extrêmement importante, quoi. Donc c'est assez complexe. Et finalement, ce que tu disais en introduction, il y a un point que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plus de recrutement. Je le constate aussi de mon côté, il y a beaucoup de demandes. Il y a une envie de se structurer, de se professionnaliser. Et en face, pour faire simple, il y a quasiment personne. C'est-à-dire que on me demande qui contacter. Et aujourd'hui, en fait, je leur dis très clairement, je ne sais pas, et on en reparlera un petit peu après, mais l'une des solutions que je leur propose, c'est de passer par de l'interne, parce que c'est peut-être la moins pire des solutions dans un marché où il y a quasiment personne en face, ou pas les bonnes personnes en tout cas. Donc c'est assez compliqué, ouais. Je vais rebondir aussi, du coup, enfin, tout ce que vous avez dit est hyper intéressant, tous les deux. C'est vrai que, Mathieu, t'insiste vraiment sur un peu le mindset de la personne et voilà, sa capacité à comprendre ce qu'il y a derrière le mécanisme CRO et pourquoi on fait les choses. T'as parlé aussi des outils. C'est vrai que chaque entreprise a des budgets et parfois il faut. Enfin, moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que l'humain est peut-être la meilleure chose sur laquelle il faut miser avant de penser aux outils. Que parfois les entreprises cassent un peu leur tirelire pour des outils qui sont sous-exploités, où il y a une ou deux personnes qui vont aller dans l'entreprise sur ces outils. Elles vont pas forcément utiliser le grand panel de fonctionnalités parce qu'elles ont pas le temps. Elles sont prises un petit peu dans leur run quotidien et du coup c'est pas forcément le meilleur investissement à faire. Ça va être, selon moi, de choisir la bonne personne qui, elle, va peut-être reconstituer le stack de produits d'ailleurs, en fonction de ce dont elle a besoin, mais de choisir la personne qui va avoir le profil, le bon mindset et qui saura amener l'entreprise là où elle a envie d'aller avant de partir sur certains outils dont je ne citerai pas le nom parce qu'il y en a plein, mais c'est vrai que donc voilà, investissez dans l'humain. C'est sûr. C'est le mot de la fin de cette question. Je réagis par rapport à ce que tu dis, juste une parenthèse qui est un peu à côté du recrutement, mais
investir dans un outil qui est excessif, qui coûte une fortune, c'est mettre un challenge qui est quasiment inatteignable pour la personne qui lancerait le programme ou pour l'équipe qui lance le programme. Souvent on se retrouve à des 300, 400, 500 000 ou même 1 million d'euros d'investissement sur l'outil. La direction, ils font un calcul très simple, c'est combien vous nous coûtez, salaire, outils, etc. Et après, combien vous rapportez. Quand on commence déjà avec une balance en négative à quasiment moins 500 000 ou moins 1 million, bon courage pour rattraper ça, quoi. Donc, c'est hyper important ce que tu dis sur attention à l'ordre des investissements, quoi. Tout à fait d'accord. Hyper intéressant ce que vous mentionnez. Alors effectivement, il y a la phase avoir trouvé la personne, on lance le projet, mais le step back finalement, c'est avant d'avoir trouvé la personne, c'est faire passer des entretiens, rencontrer les candidats et moi personnellement, je suis curieuse de savoir le type de questions que vous êtes amené à poser lors d'un entretien ou comment vous détectez une manière de penser parce que comme vous mentionnez, au-delà de l'outil, il y a l'humain aussi. Je vais peut-être essayer de répondre à ça. Pour moi, il y a 2 choses qui sont vraiment importantes. Peut-être la capacité à présenter un cas pratique sur comment est-ce qu'on a réalisé une expérimentation de A à Z. Donc comment est-ce que on a réfléchi, comment est-ce qu'on a fait ces recherches, comment est-ce qu'on a réfléchi à une hypothèse, comment est-ce qu'on a mis en place l'hypothèse, la test, etc. Donc essayer de couvrir un cas pratique d'une expérimentation qu'on aurait fait du début jusqu'à la fin. Ça, c'est une première chose. Et c'est vraiment très pratique pour le coup. Et la deuxième chose, ça serait peut-être dans le caractère. Pour moi, c'est, ce qui est assez important quand même dans un profil CRO, c'est l'humilité, la capacité à se remettre en question sans cesse. Et c'est pas une qualité que tout le monde a. Pas tout le monde est capable de se rendre compte plusieurs fois par jour qu'il a eu tort, parce que concrètement, c'est ça aussi. Et c'est parfois un peu démotivant. Faut avoir effectivement, faut être assez humble. Donc toutes ces choses-là doivent transpirer dans l'entretien. Et la première chose, peut-être le cas pratique, en plus, qui sera facile pour toi, Cindy, par exemple, à aller reporter. Ensuite, aller en discuter avec un expert avec qui tu vas bosser, quoi. Je réagis à ce que tu dis. Pardon, Marion. Je fais à peu près la même chose. En entretien, finalement, je pose quasiment pas de questions sur quelque part sur les compétences, sur les outils, certifications, etc. Je préfère, en tout cas pour des profils d'UX researcher, d'analystes ou autres, clairement, je leur montre une interface ou je leur explique une situation. Et je leur demande comment ils vont réagir par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'ils en comprennent, qu'est-ce qu'ils aimeraient creuser, et qu'est-ce qu'ils pourraient imaginer comme hypothèse derrière. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on va vite voir les gens qui foncent tout de suite vers la solution, c'est-à-dire que quelque part, ils n'essayent pas de prendre en compte le contexte, les données, etc., pour ajuster cette solution. Et là, du coup, ça m'intéresse pas forcément. Et il y en a d'autres qui vont se poser tout un tas de questions pour essayer de comprendre comment l'entreprise pourrait fonctionner, pourquoi l'utilisateur aurait réagi comme ça, est-ce qu'on aurait d'autres données, etc. Et ça, ces profils-là, ils m'intéressent. Parce qu'ils sont capables de prendre du recul, de travailler en équipe, etc. Pour des profils de lead CRO, il y a une question que je pose, et je me souviens quand j'étais à Descartes, j'avais posé cette question qui avait été un peu surprenante pour la personne. C'est demander c'est quoi votre pire situation. C'est-à-dire j'essaye de faire passer un sujet avec des données, etc. Pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce que vous en avez compris et comment vous avez réagi. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, Marion, sur le côté quelque part un peu de prise de recul, d'humilité, etc. Et je trouve que c'est bien de voir est-ce que la personne est capable de lire entre les lignes et du coup d'essayer de faire passer un message, de faire de la pédagogie, d'avoir de la pédagogie. Je trouve que c'est extrêmement important. On peut avoir des personnes très douées qui n'ont aucune pédagogie. Alors ça restera des bons profils. Et par contre, est-ce qu'on peut les mettre devant, les exposer, etc. et porter un sujet? Je sais pas. J'y crois pas forcément. Et il y a un autre truc, c'est une petite question assez simple et une anecdote par rapport à ça, c'est de demander à la personne quel est son meilleur test AB, son expérimentation, et pourquoi.
pourquoi c'était une bonne chose selon cette personne. Et je me souviens d'un cas. C'était un profil qui était là depuis longtemps en banque assurance, plein de certifications, etc. Et puis arrive cette question, et là elle m'explique cette personne est super contente parce qu'elle a lancé un test avec 96 variations. Donc ça n'a aucun sens d'un point de vue statistique, c'est une catastrophe du début jusqu'à la fin. De souvenir, je lui ai posé la question de combien d'utilisateurs ils avaient, c'était une centaine par combinaison. Donc ce petit détail en fait démontrait qu'il y avait aucune compréhension de ce que c'était l'expérimentation, et en fait juste sur cette question enfin tout était fait. Voilà, donc je vais pas forcément donner le fin mot de l'histoire, mais voilà, ça s'est arrêté là. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ces retours. Quelque part, on cherche pas à avoir la situation parfaite parce qu'elle n'existe pas, mais de voir quelle est la réflexion, la posture, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. Intéressant comme exemple pour le coup, Mathieu. Pour rebondir, moi, peut-être d'un point de vue recruteur, et pareillement, on tente de creuser un maximum, plus effectivement sur le day-to-day, plus compliqué pour nous de challenger sur les questions plus experts. Moi-même n'étant pas experte CRO, mais effectivement, je pense qu'on se rejoint dans le mindset et les choses à creuser. Voilà, qu'est-ce qui a été finalement fait seul, en équipe. Je sais qu'il y a des sociétés qui me demandent de poser la question combien de tests ont été mis en place, et finalement de ce que j'en ressors, c'est pas la question voilà où la réponse va te faire dire j'avance avec ce candidat-là ou pas, mais le côté projet réussi versus projet fail, c'est aussi quelque chose que moi je pose comme question et que j'envoie au manager pour qu'il puisse derrière creuser en entretien. Est-ce que cette personne se repose sur des devs, et aussi au sein de quel team elle est inclue, que ce soit des équipes produits, tech ou même digital analytics. Ouais, c'est intéressant ce côté travail d'équipe. Et puis tu dis un truc que je trouve finalement j'en parlais pas et je trouve ça hyper intéressant. C'est ce côté dans quelle équipe vous avez travaillé. Parce qu'un profil qui était seul, quelque part, il fait un peu sa popote dans sa bulle. Il y a personne qui vient le gêner, quoi. À l'inverse, quelqu'un qui est dans une équipe qui est beaucoup plus mature, où il y a 5, 6, 7 équipes produits, où ça commence à être structuré, je pense qu'on va pas chercher le même profil, qui a pas les mêmes capacités. On peut pas lui donner aussi le même boulot. C'est-à-dire que c'est une personne qui est peut-être très spécialisée sur un vertical et pas sur en tant que lead CRO. Donc j'aime beaucoup cette question qui est assez simple et qui conditionne pas mal de choses sur la suite, quoi. Je retiendrai ça pour la prochaine fois. Tout Moi à j'ai fait une question. la question suivante en plus. Ouais, et c'est C'est ça. clair. Et c'est ce que j'allais dire, c'est comment faire finalement pour recruter le premier profil versus finalement compléter une équipe. Donc là, on est sur deux types d'organisations complètement différentes. Est-ce que vous avez une manière de faire par rapport à ça? Euh, Moi, je vais dérouler peut-être une réponse un peu pratique, enfin un peu scolaire presque. Et comme ça, vous pourrez compléter ensuite. Mais c'est vrai que Cindy, tu disais comment est-ce que la personne travaille, est-ce qu'elle se repose sur un dev, est-ce que voilà, il y a d'autres personnes au sein de l'organisation qui est pas forcément dans son équipe, mais en tout cas sur qui elle peut se reposer. Pour moi, l'équipe la plus restreinte, ça serait effectivement donc un CRO seul. C'est limité. Il faut au moins qu'il puisse se reposer sur un dev, éventuellement sur un UX, même s'il est dans une autre équipe. C'est pas idéal, mais ça permet de faire les premiers A/B tests. Tu parlais aussi, Mathieu, de justifier un ROI un petit peu avant. Enfin, voilà, d'essayer en tout cas, de mettre en place des choses. Tu parlais aussi de pédagogie quand tu parlais des profils. Des gens, même si c'est une équipe seule, qu'elle soit capable, même si c'est une personne seule, qu'elle soit capable de mettre en place des choses, d'en parler et de donner envie de réinvestir en fait dans le pôle pour ensuite recruter le reste de l'équipe. Et selon moi, lorsqu'on commencerait à recruter une équipe, il faudrait, après encore une fois, c'est à discuter en fonction de l'orga et de l'entreprise, mais
premièrement un dev, premier recrutement, ce serait plutôt un dev, donc qui soit capable, s'il n'y a pas encore du X, justement de vraiment perturber le statu quo, essayer de réfléchir à une solution. On disait aussi que c'était pas forcément parfait, mais qu'au moins ça permettait de mettre des choses en place. Un dev qui soit capable, voilà, de faire peut-être des adaptations un petit peu brouillon, mais qui permettent au moins de tester l'idée, quoi, le principe de l'A/B test. Donc voilà, peut-être un développeur. Ensuite, je pense une personne en UX qui serait là aussi capable de réfléchir à une expérience utilisateur, à réfléchir aux besoins utilisateurs et pas forcément penser ni esthétique, design system, etc. Donc ça serait chouette aussi. Si on fait notre liste au Père Noël, un data analyst, ça pourrait être cool sur la partie recherche. Et ensuite sur la partie analyse d'A/B test, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous disent des A/B tests que parfois on n'a pas le temps d'analyser, qui sortent un petit peu de l'hypothèse principale, mais c'est toujours des insights pour quelque chose d'autre. Et du coup, si on a quelqu'un qui est full dessus, bah c'est hyper chouette. Dernier profil dans l'équipe, bon après le plus on est, le mieux c'est, mais ça serait peut-être une personne au QA. Là, je pense que Antoine Tissier serait content, mais il y a parfois des bugs et lorsqu'on met en place un A/B test qui peuvent fausser complètement les résultats. Et le fait d'avoir une personne dédiée ou en tout cas dont une des missions est vraiment fixée sur le QA, ça limite effectivement les bugs, les petites défaillances qu'on n'aurait pas vues et qui finalement vont pas nous donner un résultat hyper précis derrière. Donc voilà. Et si, dernière chose que je voulais dire, ce qui n'est pas vraiment dans l'équipe, on en a un petit peu parlé quand on parle d'une personne qui sait faire de la pédagogie et évangéliser sur le métier. Idéalement, avoir un sponsor, pas forcément dans l'équipe, mais dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, qui saura défendre les intérêts de l'équipe, présenter un petit peu ce qui a été mis en place, savoir rendre ce qui est produit accessible au reste de l'entreprise, le diffuser. Ça, c'est vraiment important. Donc, identifier un sponsor qui, lui, derrière, va aller chercher de l'intérêt au sein de l'entreprise pour recruter à chaque fois de nouveaux profils. Ouais, c'est important. Et j'ai réagi à ce que tu disais juste sur la QA avec Antoine. Du coup, Antoine de Decathlon, et à ce moment-là, on était ensemble dans l'équipe. Pourquoi ce point-là c'est important, c'est qu'à un moment donné, quand on essayait d'augmenter la vélocité de nos tests, on avait pas mal de sujets qui étaient développés, et en fait l'équipe ne faisait même plus de recherche quasiment, en tout cas le trois quarts de ce qu'on faisait, c'était de la recette de nos tests AB, c'est-à-dire que les devs produisaient trop vite par rapport à nous en termes de recherche, et du coup on perdait clairement en vélocité et même en création de valeur, donc ça avait plus de sens, d'où la demande un peu importante d'avoir un profil qui soit dédié à faire de la QA, parce que sinon c'est un UX researcher, un data analyst, un lead CRO, enfin tous les profils de l'équipe qui font de la recette, et ça n'a aucun sens, quoi. Sur ce que tu listais avant sur les profils, je suis entièrement d'accord. Moi, je suis même un peu plus, quelque part, un peu plus tranchant. C'est que, quelque part, j'imposerais d'avoir tous ces profils. Je vois des équipes où on croit qu'en recrutant finalement un profil CRO ou quelqu'un qui a déjà fait des A/B tests, il va pouvoir mettre en place des expérimentations qui auront du sens, qui seront impactantes, etc. J'y crois pas une seule seconde. Ça fonctionne pas parce que un profil ne peut pas faire de la data analyse, de la recherche quali, de l'enregistrement de sessions, voire des heatmaps, etc. Enfin, on peut savoir utiliser les outils. Par contre, bien interpréter, comprendre, avoir toutes les connaissances pour faire tout ça, je pense qu'à un moment donné, il faut être très honnête. Et c'est pas pour tous les profils, c'est pas réaliste. Il faudrait, je pense, des années pour être au moins moyen dans tout ça. Et surtout, on peut pas exiger de cette personne seule qu'elle fasse du dev, de l'analyse, de la recherche, etc. Et donc, en fait, le projet, pour moi, il est déjà mort-né, quoi. Donc, si cette situation, elle devait arriver, il y a plein d'options, hein. Ça peut être un profil seul, mais accompagné en externe, avec une agence. Et là, je mets un peu un warning sur une agence qui est pas juste pour produire des tests AB, des roadmaps à rallonge, et malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent, mais plutôt une agence qui accompagnerait sur le développement de l'équipe.
la formation des profils, etc., etc. On peut aussi utiliser des profils qui sont en interne dans les équipes, c'est-à-dire des gens qui étaient peut-être pas dédiés à ça. Et moi, c'est plutôt la solution que je préconise, c'est en mode MacGyver, on a des besoins, l'organisation veut faire de l'expérimentation, et ben, ok, donnez-nous les moyens de le faire pendant 6 mois, pendant 1 an, ça peut être des mi-temps, etc. On peut se débrouiller et on essaye dans tous les cas de se débrouiller. Ce que je trouve intéressant dans cette approche, on en reparlera un petit peu en détail après, mais c'est qu'on commence déjà en fait à mettre en place cette culture de l'expérimentation. Ça, c'est bien. Et il y a un deuxième point, c'est que sur du recrutement plutôt sur des équipes qui sont en place, on va pas aller chercher ce profil qui saurait tout faire, enfin qu'on espère en tout cas qu'il sache tout faire, mais on va plutôt aller chercher des gens qui sont à l'inverse extrêmement spécialisés. Quelqu'un qui est sur un vertical de data analyst avec des connaissances avancées en statistique, un UX researcher par exemple avec vraiment des connaissances avancées sur des tests utilisateurs, des questionnaires, des focus group. On va vraiment rechercher des gens pointus et ça va être vrai finalement sur tous les verticaux. Moi, ce que je conseille par rapport à ça aux équipes, c'est quand elles essayent de grossir, c'est essayer de trouver le point de faiblesse que vous avez. C'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus pénalisant aujourd'hui dans l'équipe. Est-ce que c'est plutôt avant de lancer un test AB, il y a une recherche qui est pas terrible, ou en tout cas qui semble pas aller suffisamment loin. Il faut sûrement renforcer avec du quali ou du quanti. Si c'est le suivi qui est complexe, il y a peut-être des besoins de data analystes, des développeurs, etc. Finalement, c'est la santé de votre programme qui va déterminer quel est le prochain rôle qui doit être recruté, quoi. En tout cas, c'est ce que je conseille aux équipes, quoi, d'avancer vraiment pas à pas, quoi, et de manière homogène. Le mot est passé, je pense, Mathieu et Marion. Moi, je pense d'un point de vue, encore une fois, plus recruteur, parce que moi, finalement, j'interviens en phase de, on a validé le besoin, on a validé le budget, on cherche quelqu'un. Moi, la seule chose à ce stade que je fais et de manière automatique, c'est bien challenger sur, alors déjà, une fiche de poste claire, parce que entre oui, le profil, comme vous mentionnez, rechercher un mouton à 5 pattes qui fait tout un mélange d'experts d'experts SEO, d'experts web analytics, un data analyst, c'est pas possible. Il faut l'ultra spécialisation. Donc je vous rejoins sur cette partie-là, mais en tout cas les exemples super cool. Mathieu, tu parlais beaucoup de recrutement interne. Est-ce que, selon toi, alors ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai du mal à me positionner moi, hein, mais est-ce que selon toi on doit recruter en interne? On peut recruter en interne? Je peux comprendre que oui. Alors ouais, moi je suis assez, je trouve ça hyper intéressant. Alors j'y croyais pas du tout au démarrage. Et j'ai plusieurs anecdotes par rapport à ça, mais c'est plutôt par expérience où maintenant je suis très convaincu de cette approche. Euh, quand une marque m'appelle, c'est toujours un profil. Alors des fois, c'est des data analysts qui souhaitent se renforcer sur leur manière de faire de l'expérimentation, etc. Et en fait, il y a souvent une envie derrière qui est de je veux devenir lead CRO. Je trouve ça cool, j'ai envie d'avoir ce rôle, etc. Ce qui est intéressant, c'est que alors des fois il y a la demande, c'est très explicite. Des fois il n'y a pas la demande, mais finalement au bout de quelques heures de travail, on se rend compte très vite de la différence entre les profils. Et il y a des profils qui sont des fois assez timides dans un coin. Et en quelques minutes, ça va très vite. En fait, ils captent les stratégies, ils arrivent à séquencer les problèmes, à prendre des décisions ultra pragmatiques, etc. Et pour ces profils-là, c'est des gens qui ont souvent pas de connaissances en analytics, donc aucune connaissance data, ils savent pas forcément utiliser les outils. C'est pareil sur la partie recherche quali, etc. Et donc c'est plutôt soit des profils de PO, des chefs de projet, et j'ai même eu à la base des profils de webmaster. J'ai failli refuser d'avancer avec eux en me disant, enfin, je peux pas avancer avec un webmaster, on est quand même à l'autre bout en termes de mindset, etc. Et finalement, c'est des gens qui, je pense, avec la motivation et aussi une formation, arrivent à acquérir toute cette compréhension de ce que c'est l'expérimentation, comment utiliser les profils qui sont à côté dans les équipes, etc., pour faire des choses qui sont hyper cool. Et donc souvent, on se focalise sur le fait d'aller chercher un lead CRO qui aurait une expérience, etc., en externe.
Finalement, pour moi, l'une des meilleures solutions, je prends des exemples et je vais juste citer leurs prénoms pour pas les nommer, ils se reconnaîtront, mais des profils comme Cédric, David ou Nourdine, c'est l'une des dernières personnes que j'ai vues. Pour la petite histoire, c'est un PO. On a fait un atelier, toute l'équipe pensait à des stratégies et c'était le seul à avoir une stratégie que je trouvais moi très pragmatique et c'est celle que je souhaitais qu'il détecte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même en face toute une équipe avec des spécialistes qui disent non, non, on va faire ça. Il a réussi quelque part à garder sa posture, à être à l'écoute, mais de garder cette posture qui je trouve ultra pragmatique. Je lui ai fait un feedback et je lui ai dit très honnêtement, je pense que tu as un potentiel qui est cool. Si ce monde ça te plaît, je pense que tu peux faire voilà quelque chose d'hyper intéressant. Et pour moi, ça c'est un profil qui peut devenir à un moment donné potentiellement un lead CRO. À lui de voir jusqu'où il veut aller. Et donc ça, je pense que c'est une bonne approche quoi. Il y a aussi un autre truc, un autre aspect, c'est quand on recrute en externe, on vient chercher des profils de data analyst, du X ou autre, et il y a quelque chose qui arrive au bout de quelques mois ou au bout d'un an ou deux, c'est qu'il y a les UX qui étaient là en place, par exemple, qui voient arriver d'autres UX avec une étiquette un peu différente, et à un moment donné, il y a une sorte de friction, on se pose des questions, mais c'est qui ces gens-là en fait Pourquoi, soi-disant, ils font d'autres trucs pourquoi a priori, enfin ça peut être meilleur ou pas, mais pourquoi ils remettent en question ce qu'on fait alors qu'on a le même métier, les mêmes outils, etc. Et ça devient un vrai problème quand on essaye de mettre en place le programme d'expérimentation. On crée une friction parce on crée une équipe à côté et en plus on prend le problème par le mauvais bout. Parce qu'on essaye de recréer une organisation qui serait la bonne, sauf qu'il reste toujours l'ancienne à côté. Et donc je pense qu'il vaut mieux utiliser les profils qui sont en interne, les transformer dans le bon sens, plutôt que d'essayer de recréer une équipe bis à côté et qui amènerait un peu trop de friction, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est très important d'aller regarder ce qui se passe en interne et par expérience, ce que je vois dans toutes les équipes, ce qui est maintenant ce que je vois qui est vrai quasiment tout le temps, c'est que malheureusement il y a des départs aussi qui se font parce que quand on fait de l'expérimentation, on peut pas réellement tricher, c'est-à-dire que on a beau dire je sais faire de la recherche, de l'analyse, etc. Il y a un moment donné quand c'est pas structuré, quand on va pas loin, en fait ça se paye tout de suite. Il n'y a pas de on peut pas tricher avec un test AB et ça peut arriver une fois, deux fois, mais quand ça arrive plusieurs fois ou quand on a plusieurs équipes qui bossent le sujet, quand on voit le décalage il y a un moment donné, il y a certains profils qui doivent disparaître ou qui doivent être remis à d'autres endroits. Donc quelque part, je trouve que c'est intéressant de recruter en interne, ça permet de réorganiser, mais dans le bon sens, les bons profils aux bons endroits sur les bonnes expertises. Donc voilà, moi je sais que je suis assez friand de cette approche. Je trouve ça assez sain et puis surtout ça permet de donner du potentiel à des gens qui resteraient sur voilà des postes depuis toujours quoi. Du coup, pour peut-être rebondir sur ce que tu disais, Mathieu, je comprends tout à fait la logique. Et moi, de mon côté, je pense ça serait vraiment du cas par cas. Et évidemment, je suis les yeux du marché en échangeant avec les candidats. Donc, pour répondre à la question initiale de Marion, donc est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut recruter en interne? Pour moi, honnêtement, c'est du cas par cas. Si la société envoie le bénéfice 100% versus dépenser des milliers pour externaliser, que ce soit via une agence ou autre. Je pense que ça dépend de pas mal de choses. Je pense encore une fois, ça revient à la base, c'est savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux mettre en place, combien j'ai et qui j'ai déjà en interne. Si effectivement il y a les Ouais. capacités à faire monter en compétences, comme indiqué, aujourd'hui, il y a pas de background académique pour ça. C'est au-delà des hard skills, c'est des soft skills. Donc, si la personne, elle est prête à monter en compétence et à terme devenir cet expert euh, avec cette ultra spécialisation, bien sûr. Euh, c'est vrai, moi, ce que je peux voir d'expérience, on a de plus en plus aussi d'annonceurs qui demandent à recruter un expert SE, CRO par exemple, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on va rechercher un petit peu plein, plein de compétences, mais finalement, quelle est la finalité? Donc vraiment comprendre le projet
étape 1, étape 2, c'est quoi la roadmap. Mais aussi, ce qui drive ces personnes-là, c'est de continuer à monter en compétences, surtout quand c'est plutôt un métier nouveau. Moi, ce que j'ai pu voir côté, par exemple, des agences, qu'elles soient data ou autres, la proposition de formation, de rester à l'affût de ce qui se passe sur le marché, continuer à se challenger soi-même, que ce soit via des expériences réussies ou pas, euh, c'est ça qui drive. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est super, Et, je trouve que tu ouais. ailles aussi au fond de l'objectif pour chaque recrutement et que tu observes tout le contexte, c'est vraiment clé. C'est top. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a que comme ça que ça peut marcher, hein, mais je pense qu'il y a peu de personnes qui ont cette Mais tu vois, réflexion et c'est excuse-moi, je t'ai coupé pour le non. coup. Et pour moi, c'est impossible de présenter un projet à un candidat si déjà, je l'ai pas compris Mm. et si je m'en imprègne pas. S'il y a quelque chose que je comprends pas, alors moi, comme une enfant, je vais pourquoi, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Si moi-même, j'ai voilà, j'ai des problématiques à comprendre le besoin. Là, on rentre dans vraiment un challenge et une discussion. OK, c'est quoi vraiment l'objectif? De quoi tu as vraiment besoin, les must-have? Et qu'est-ce qui est vraiment un nice to have, une option B plutôt? Mais le projet, là, c'est le plus important. Je rebondis sur ce que tu dis parce que ça fait écho à une situation que j'ai vécue il y a pas très longtemps. Une personne que j'accompagne qui a été passer un entretien, alors un peu par curiosité. Et alors malheureusement, il est tombé sur une RH qui lui vend le poste de lead CRO. Sauf que ce profil du coup commence à être formé, à avoir un peu de retour sur tiens ce qui m'intéresse un peu moins, etc. Et il a posé des questions en fait qui sont simples, mais qui devenaient gênantes pour la RH. C'est-à-dire en gros, c'est quoi l'organisation cible? Est-ce qu'il y a des budgets, des outils? Est-ce qu'on pense avoir des profils en support, etc. Et donc, dans ce que tu dis, hein, l'objectif, il y avait rien de clair. Et donc c'était un peu, à la fin, c'était assez dingue parce que c'était voilà le salaire, donc qui était important. Réfléchissez, on verra, on répondra aux questions plus tard. Sauf qu'en fait, la personne en plein milieu de l'entretien avait, enfin même je crois au bout de quelques minutes, avait déjà pris sa décision. Euh, et ça démontre en fait un truc, c'est qu'on est sur une organisation qui suit un mouvement un peu du moment. C'est-à-dire il faut faire du CRO, c'est cool. Sauf que cette boîte, je pense qu'aujourd'hui, elle en a pas les capacités en termes d'organisation, de mindset, etc. Et je pense qu'il faut pas vouloir avancer à tout prix. Ça reste un truc hyper avancé, assez costaud et très engageant. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de boîtes qui se lancent là-dedans, qui en font. Et je pense qu'ils n'ont pas forcément leur gars prête déjà pour avancer sur ce sujet. Donc, je te rejoins sur le côté objectif. Ça me semble hyper important, quoi. Je rebondis sur du coup sur un autre point par rapport à ça parce que ça fait lien, mais du coup comment on peut séduire à propos d'une mission? euh, Est-ce que vous avez des trucs qui fonctionnent pas, les candidats sont réceptifs? Tu vois toi des choses de ton côté, Cindy, ou pas? Euh, la transparence, être honnête. Alors en tant que société qui recrute, honnête sur le challenge. Un candidat n'aura pas du tout peur d'arriver dans un environnement où c'est un petit peu, voilà, challengeant. Je vais utiliser ce mot-là parce que c'est justement ce qui drive. Et du moment qu'on est honnête sur euh, ce qu'il y a à faire, les moyens et surtout, et on y reviendra juste après, entendre en face ce que le candidat versus l'expert a à dire aussi sur une fiche de poste ou sur un projet. Et c'est comme ça qu'on co-construit ce recrutement ensemble. Ça, c'est la première des choses que j'aurais à mettre en place parce que c'est ce qui plaît aux candidats. C'est vrai que avec une certaine expertise, les constructions d'équipes from scratch, ça peut être intéressant avec voilà avoir une blank canvas. Un fort volume en termes de trafic. Quoi d'autre honnêtement, je sais qu'on en a déjà discuté, mais
si la société montre à un candidat, voilà, qu'ils ont compris que, ok, sur la fiche de poste, je demande ce critère-là, ce critère-là, ce critère-là, ça c'est super important. Mais en fait, même si toutes les cases ne sont pas cochées, que c'est des choses qu'on peut faire travailler, je parle notamment sur la partie expertise, mais que la volonté est là, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, quelqu'un de pédagogue, qui communique bien, qui sait s'exprimer. Ça en revient au sujet de on co-construit la fiche de poste ensemble. Je suis Ouais. d'accord. Marion, t'as des trucs, toi, qui te semblent plus séduisants que d'autres? En fait, oui, mais surtout, il y a toujours des situations qui sont plus séduisantes que d'autres. Après, ça dépend si on aime le challenge. Mais je pense que, enfin, de toute façon, je rejoins ce que disait Cindy, hein, il faut être hyper transparent. Parfois, il y a des choses qu'on pense qu'on peut pas dire pendant un entretien, alors qu'en réalité, il faut les dire. Expliquer la situation telle qu'elle est, de savoir dire, bah voilà, on travaille avec tels outils, ils sont imposés. Voilà, peut-être que ça sera rechallengé, mais ça sera qu'en 2024 parce qu'on a un contrat. C'est dire, euh, j'en sais rien, les budgets sur la partie recrutement, ils sont gelés pendant un an, on est en PSE. En fait, voilà. Et après, ce sera peut-être reconduit après cette année-là. Oui, ça fait peur, c'est pas cool. Si toi, ton objectif, c'est d'être lead CRO et d'avoir une grosse équipe et de faire quelque chose, voilà, un centre d'excellence même, j'en sais rien. Ouais, quand on dit ça, c'est sûr que c'est un peu déceptif, mais je pense qu'il vaut mieux le savoir dès le début. Et après, t'en prends ton parti et c'est à toi de prendre la décision avec toutes les informations que tu as entre les mains. Et après, autre sujet aussi, et ça, je pense qu'on pense encore moins à en parler, c'est est-ce que en interne, on parlait des sponsors, des gens qui vont aller nous défendre, enfin pas nous défendre, mais ouais, évangéliser, faire de l'éducation un petit peu sur l'équipe CRO. Si on a en interne une équipe qui est hyper réfractaire, tu parlais parfois de euh, du X qui était un peu en compétition, etc. Tout ça, c'est un peu de politique. C'est de la politique d'entreprise. Elle est Ouais. existante, elle est existante partout. Je pense que même ça, c'est des choses qu'il faut dire en entretien. Écoutez, cette équipe-là, il faut la séduire. On n'est pas obligé de dire ils sont hyper réfractaires et essayer de la mettre en veilleuse quand ils passent dans les couloirs, mais juste dire ouais, il va falloir les convaincre, il va falloir les séduire. On a choisi, enfin, on choisirait ton profil parce que tu as une bonne pédagogie, parce que on pense que d'un point de vue humain, ça peut fitter avec l'entreprise, enfin avec l'équipe. C'est aussi un des rôles que tu vas devoir jouer, ça va peut-être être deux. Voilà. Ouais, je vous rejoins là toutes les deux sur ce que vous dites et globalement, je pense peut-être pour, enfin quelque part être très à l'aise avec le sujet. Aujourd'hui en France, il n'y a pas de Spotify, il n'y a pas de Booking, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de boîte où le CIO dit tiens, on a fait 5000 tests AB comme l'a fait le CIO de Spotify il n'y a pas très longtemps, en disant les gens ils ont eu 75 ou 80% d'échecs sur leur test AB, bravo, merci pour votre boulot, en face les KPI montent. En fait ça, c'est quasiment inconcevable, je pense, pour 99,9% des patrons des boîtes françaises aujourd'hui. Pour eux, l'optimisation, ça reste encore, on optimise le taux de conversion. On n'est pas du tout dans ce mindset où tout est déjà très structuré, c'est parfait, etc. Donc, je pense que quelqu'un qui cherche ça, faut viser plutôt l'étranger. Et en France, faut être à l'aise avec le fait de se dire, de toute façon, la situation, c'est un challenge, c'est une suite de challenges. Et je vous rejoins sur le côté, il vaut mieux être transparent sur tout ça. Est-ce qu'on a des contraintes de budget, d'outils, d'organisation? Parce que pour moi, ça conditionne aussi la fiche de poste et ce qu'on va attendre de la personne. Et je pense que si ce qui est important, c'est de savoir sur en combien de temps on espère que la personne va avancer sur ces sujets. Se dire qu'on structure la démarche en 6 mois, enfin clairement, faut se dire soit c'est quelqu'un qui est trop ambitieux pendant l'entretien, soit c'est totalement irréaliste et donc là il y a un danger à aller dans cette mission quoi. Je pense que c'est un échange et t'as dit un truc que je trouve hyper important et c'est peut-être pour moi le point principal, c'est une fiche de poste qui a à construire. C'est-à-dire qu'entre le moment de l'entretien, ce que les gens espèrent, c'est finalement moi j'espère et puis en retour on croise les doigts pour que la personne puisse faire ses actions. Quand une personne arrive, finalement, je pense qu'il lui faut peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois pour voir un peu l'organisation,
voir comment les équipes travaillent entre elles, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, quels sont les profils qui sont avancés, qui ont envie aussi d'avancer sur l'expérimentation, ceux qui ont un peu moins envie, voir où sont les détracteurs. Donc je pense que tout ça, ça demande un peu de temps, ça se construit. Et ça me semble important aussi de rassurer sur ce point-là pendant l'entretien et peut-être de dire les objectifs, on pourra les finaliser peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois, quoi. Alors je sais pas si tout le monde le fait. Je cite un exemple de ce que j'ai vécu qui est un bon exemple, c'était à Decat pour les citer, parce que pour le coup je trouve ça très cool. J'avais même trouvé ça bizarre. Ils m'ont laissé 2 mois, 3 mois en me disant fais-toi ton avis, on en reparle plus tard. Et je trouve qu'en réalité c'est quasiment indispensable de faire ça pour avancer d'une bonne manière sur la mission, quoi. Et il y a d'autres trucs que je trouve moi séduisants. Alors ça dépend des profils, mais je sais que j'ai eu des demandes par rapport à ça. Mais tout ce côté accès à des conférences, des formations, des choses qui sont avancées, c'est-à-dire continuer à évoluer, parce qu'il y a le salaire et c'est une question qui revient assez souvent. Mais il y a aussi tous les à côté. Un salaire c'est cool, mais ça fait pas tout. Le fait de continuer à se former, c'est peut-être aussi important. Ça peut être vu comme une forme d'investissement, etc. Et je trouve que c'est euh, aussi important, quoi. Et peut-être un dernier point, c'est qu'en fonction du profil que vous allez recruter, il y a des gens qui seront très spécialisés sur un vertical et donc ils s'attendent à intégrer une équipe très structurée, ou en tout cas ils espèrent trouver ça. Donc je pense que là c'est important d'être transparent sur des process, comment on travaille, etc. et pour démontrer qu'on est structuré, parce qu'on peut le dire, mais après est-ce que c'est la réalité? C'est peut-être pas vrai. Et pour des rôles de leader, bah voilà, c'est ce qu'on s'était dit, hein, c'est vraiment être transparent sur qu'est-ce qu'on vise à 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est vraiment un projet long terme, quoi. Hyper intéressant. Ce que tu disais aussi sur le fait de continuer à se former sans cesse et l'optimisation continue appliquée à soi-même. On a abordé beaucoup de questions dans le recrutement. Il y a une dernière question qui est souvent un peu sensible, parfois confidentielle, on n'ose pas en parler aussi, c'est les salaires. On est en train de vivre une grosse période d'inflation, c'est vraiment un sujet. Euh, est-ce que est-ce que vous avez des conseils à donner sur une grille de salaire ou comment se renseigner en tout cas? La grande question est, je pense, ma préférée. Combien ça coûte? J'en bois, j'en mange, la question du salaire. C'est clair, j'imagine. Alors, mes réponses, évidemment, à prendre avec des pincettes, parce que aujourd'hui, les propositions dépendent des localisations, de la seniorité, de l'expertise, de plein de choses. À noter que moi, quand j'ai commencé à recruter sur dans vos métiers, j'avais pas une grille toute faite, toute prête en me disant Cindy, voilà, de telle année à telle année, tu peux offrir tant à ce type de profil. Ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau, en justement échangeant avec les candidats, en leur faisant remplir donc notre guide des salaires qui est édité chaque année pour qu'on puisse avoir finalement cette base là aujourd'hui en 2022 qui ressemble à la suivante, donc entre 0 2 ans d'expérience, et encore une fois à prendre avec des pincettes, je mentionne même pas le background agence client final, on serait aux alentours des 45-50K euros. Les plus de 3 ans, plus de 4 ans, on se rapprocherait des 55K, 65K euros. Si besoin de plus de détails, de mise en situation, vous pouvez évidemment télécharger notre dernier guide des salaires sur voilà le live. Alerte à l'incendie, je vais rester jusqu'à ce qu'on me dise de partir. Euh, mais voilà, télécharger le guide, poser les questions aux experts, aux recruteurs, je vous laisserai compléter, mais un point super important aussi dans le processus, parce qu'on parle de salaire, mais qui dit salaire dit processus. Un autre conseil, moi de mon côté, pour clôturer ma partie recruteur, les processus de recrutement, les premières étapes de rencontre, d'entretien, absolument les faire avec
soit la personne qui recrute, la personne en charge du recrutement, c'est-à-dire un manager, un opérationnel, pour revenir à ce que Mathieu mentionnait, co-construire la fiche de poste. Une personne, voilà, qui est dans les ressources humaines n'a pas forcément l'expertise, ne saura pas répondre. Du coup, le candidat se pose des questions et c'est le moment où justement faut pas, je dirais pas revendre le rôle parce que l'intérêt doit être commun, mais au moins être clair dès le début. Ouais. Je partage, c'est hyper important ce que tu dis. Et sur les salaires, alors de mon point de vue, alors plutôt en externe, en freelance, finalement, c'est assez large. J'entends du TJM à 500 euros par jour, ça peut monter à 1500 et je pense plus. Donc la fourchette, elle est complètement dingue. Et en interne, c'est compliqué parce que en réalité, il n'y a jamais de profil CRO, c'est plutôt des profils qui grandissent, qui deviennent capables de faire du CRO et de l'expérimentation. Et par expérience, ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai challenge, c'est comment on fait évoluer le salaire de ces profils-là, parce qu'il n'y a pas de grille, on ne sait pas ce que ça veut dire CRO, expérimentation, et du coup les RH sont un peu paumés. Et les mauvaises situations qui arrivent, c'est le data analyst ou l'UX qui finalement évolue, lui comprend personnellement qu'il commence à être doué pour faire des trucs, qu'il y a une demande qui est complètement dingue sur le marché, et en interne on lui dit c'est super cool ce que t'as fait, t'es au top de ta grille, et en cours bravo, vivement la suite quoi. Bah ça fonctionne pas, et les mauvais cas que j'ai eu, bah c'est des gens qui partent, des gens qui regardent à droite à gauche, et quand l'organisation est pas capable de quelque part de poursuivre l'investissement sur ce profil, bah, ce qui s'est passé dans une boîte, c'est qu'on a investi pendant 2 ans de coaching, une formation, des profils qui sont rares déjà à l'origine sur le marché, qui s'en vont, c'est mettre en péril tout le programme d'expérimentation. Donc ça, c'est vraiment une situation où aujourd'hui, j'alerte très vite sur attention ce que disent les profils en off, ce qu'ils commencent à percevoir et ce que je vois aussi. Et moi, je conseille vraiment à l'organisation de prendre du recul sur ça et peut-être de penser le rôle de ces personnes un peu différemment. Il y a la grille d'origine. Est-ce que ça ne doit pas évoluer aussi? Je pense que c'est une vraie question. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, j'allais dire un truc, pardon. Oui, il y a un autre point que je trouve hyper intéressant par rapport au RH, au recrutement, etc. C'est il y a la fiche de poste qu'on souhaite. Après, il y a les objectifs qui arrivent peut-être un petit peu plus tard et je conseille de les décaler un peu dans le temps. Et il y a un truc aussi que je commence à voir dans les organisations quand vous recrutez des profils, en tout cas peut-être pour des organes moyennement matures ou un peu plus matures, c'est tout de suite de penser des circuits d'intégration et de formation. Quand on arrive à des groupes qui commencent à être assez importants, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des ambassadeurs sur des expertises, sur de la data, sur de la recherche, des gens qui sont doués, qui sont pédagogues et qui puissent former les nouveaux arrivants. Ça donne un peu de facilité dans les recrutements parce qu'on va chercher des profils qui ont les bons soft skills, mais qui connaissent peut-être pas du tout l'expérimentation. Mais par contre, on a un schéma qui est très clair, pardon, au niveau des RH sur comment on va les faire monter en compétences. Et ça, du coup, je pense que ça peut être mis en perspective par rapport à un salaire plus ou moins important, en tout cas au démarrage, qui peut évoluer, etc., quoi. Et sur le prix, après, voilà, c'est très très variable. Et je rajouterais une note plutôt personnelle, c'est le côté variable, je déconseille ça parce que je pense que c'est une mauvaise chose. Ça incite les gens à tenir leur objectif pour faire plus d'argent, mais c'est des fois pas forcément l'objectif réel de l'organisation. Et ça peut inciter des personnes à faire des tests, des mauvais tests AB, des mauvaises expérimentations, simplement pour faire gonfler un salaire. Donc voilà, moi je suis assez prudent par rapport à ça. C'est peut-être très personnel et après ça peut être sexy, mais voilà, je vous déconseille cette approche du variable quoi. Je suis assez d'accord avec ça aussi, hein. Et, C'est vrai et qu'après, on a tendance à se focaliser sur des KPI et à oublier un autre KPI tout simplement. C'est juste ça en fait. C'est de se dire, on essaie de faire le plus de tests possible, mais on oublie que l'objectif c'est quand même de faire des tests gagnants ou d'apprendre quelque chose. Donc c'était aussi très intéressant ce que tu disais sur les formations. Ça pourrait faire l'objet de notre question. On est un peu contraint par le temps, mais si on arrive, je sais pas du tout, mais peut-être à se réunir une autre fois, ça pourra faire partie des sujets dont j'aimerais qu'on parle. C'était super d'avoir le point de vue recruteur, c'était top d'avoir le point de vue aussi coach CRO. Euh, Moi, j'ai trouvé ce podcast très cool. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Pareil. Donc, ouais.
Est-ce que Et vous moi avez un aussi. mot de la fin? Mais merci en tout cas si moi j'en ai un, c'est celui-là. De même, je pense que c'était cool de se rencontrer et de partager chacun nos insights. On peut parfois être d'accord, pas d'accord. Je pense que la finalité et ce qu'on en ressort, on a quasiment le même point de vue maintenant, c'est faire passer le mot et en parler, en discuter, je pense, non pas seulement évangéliser en entreprise, mais évangéliser ça partout sur le marché français. Ouais, merci beaucoup. J'ai trouvé ça aussi super cool et euh, je sais pas si j'ai un mot de la fin, mais moi je dirais juste lancez-vous. Par contre, prenez juste du temps pour bien penser le projet. Parce que ça reste un énorme projet qui est très cool, qui est vraiment fun à faire et qui séduit les équipes en plus. Par contre, ça demande quand même un peu de préparation, donc voilà, ne confondez pas vitesse et précipitation. Faites attention à cette notion de formation des équipes et peut-être de tous les profils. L'expérimentation, c'est pas quelques personnes qui expérimentent, c'est une organisation qui pense expérimentation. Et c'est peut-être la grosse différence qu'il y a encore aujourd'hui entre la France et quelque part le reste de l'Europe, où on a des structures qui sont très avancées et tout le monde pense expérimentation. Chez nous, voilà, c'est des profils isolés. Donc voilà. C'est clair.